L'humain d'abord, encore et encore. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás. Qui commencerait probablement tôt. On peut imaginer déjà dans le système éducatif, mais dans l'entreprise, que les syndicats aient le pouvoir, voilà, dans le cadre d'un fonds, de faire des formations pour que les jeunes sachent que le CDD n'est pas une norme et qu'ils ont le droit de revendiquer plus et surtout comment est-ce qu'ils peuvent agir pour l'obtenir. Comment comptez-vous améliorer la situation des jeunes de moins de 25 ans qui sont en situation précaire, qui ne sont pas soutenus ni par leurs parents, ni par la société? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour eux? J'ai une autre question en fait, c'est les aides sociales en France pour les étudiants sont totalement inadaptées. Ceux qui sont en rupture familiale n'ont pas assez pour vivre et certaines personnes n'ont pas de bourse parce que leurs parents gagnent 3 euros de trop. Je voulais savoir si le Front de gauche prévoyait quelque chose pour améliorer ces aides sociales et améliorer en général la condition des étudiants. Merci. Alors la question de l'autonomie, c'est une question qui est essentielle parce qu'on ne peut pas quand même commencer dans la vie sans avoir les conditions justement de pouvoir partir chez ses parents. Donc bien sûr, la question d'autonomie se pose à deux niveaux. Elle se pose d'abord bien sûr au niveau de l'accès aux services publics et aux droits, parce que le premier facteur d'autonomie, c'est justement le fait de pouvoir être considéré comme un jeune à part entière, hein, de pouvoir avoir un logement. Un logement, ça nécessite de faire donc des logements sociaux, etc. Ça nécessite d'accéder à la santé, etc. Donc le premier point nous qu'on a développé pour l'autonomie, c'est de dire on développe les services publics. Et le deuxième point, c'est évidemment la question financière. Et à ce niveau-là, on se rend compte qu'on a un maquis de bourse, on a des tas de trucs qui sont trop bas. Et donc, ce qu'on a voulu développer, c'est une allocation d'études, donc en partie universelle et en partie progressive en fonction des ressources de la famille. Donc l'idée, c'est de dire, il y a un montant minimum, admettons, en fonction de la ville, qui peut être par exemple de 800 €. Et à partir de là, on va rajouter de l'argent supplémentaire en fonction des besoins du jeune, tout simplement, parce que tout le monde, dans toutes les villes, on n'a pas les mêmes besoins et toutes les familles n'ont pas les mêmes besoins. Donc on constate aujourd'hui que les jeunes ont dans la plupart des cas un faible pouvoir représentationnel et surtout décisionnel dans les conseils locaux de la jeunesse, dans les instances du Crous, du CNESER et dans les différents conseils d'université. Comment le Front de gauche et comment cette proposition de loi compte faire pour permettre à ces jeunes de prendre place dans le débat public et donc d'être acteurs dans les décisions politiques?
Ouais, alors là, donc on peut prendre des choses déjà sous l'angle de la participation dans les conseils locaux de la jeunesse. Nous, ce qu'on propose, c'est de les généraliser. Parce qu'il est normal que les jeunes, dans toutes les politiques locales qui les concernent au premier plan, aient leur mot à dire. Donc déjà, premièrement, généraliser, rendre obligatoire partout les conseils locaux de la jeunesse. Et deuxièmement, pour pas que ce soit un espèce de machin qui n'attire personne et qui ne sert à rien dans le fond, c'est lui donner des pouvoirs. Et donc ce qu'on va proposer pour renforcer les pouvoirs des jeunes, c'est de faire en sorte, premièrement, que la consultation du conseil local soit obligatoire, que les jeunes aient toutes les informations nécessaires, qu'ils soient épaulés éventuellement par des services municipaux pour bien comprendre tous les enjeux qu'il y a et pour pouvoir donner vraiment leur avis. Et ensuite faire en sorte que tout ça puisse être redistribué à l'ensemble des autres membres du conseil municipal et à l'ensemble de la ville. Donc la participation des jeunes soit tournée vers l'extérieur. Participer à la vie citoyenne, c'est participer à la vie locale, mais c'est participer aussi à la gestion des services publics, et donc je pense pour les étudiants à la démocratisation des universités, mais pour les travailleurs à la démocratisation des entreprises, c'est participer à la vie institutionnelle de manière générale au plan national, et ça nécessite une grande réforme des scrutins, ça nécessite la proportionnelle partout, et ça nécessite aussi de faire un vrai statut de l'élu pour que, y compris des jeunes, puissent se présenter aux élections, parce que quand on n'a pas d'argent, quand on a une insécurité professionnelle, on peut difficilement se dire tiens je vais être élu et tiens je vais m'investir dans la vie aux côtés des autres. Ma question c'est actuellement quand on est étudiant c'est vachement galère de trouver un logement au mieux dans le public et au pire dans le privé. Du coup qu'est-ce que propose le Front Gauche par rapport à le manque de logement pour les étudiants? Alors pour la question du logement, le logement, je crois qu'il faut vraiment partir du principe que c'est un droit. Et aujourd'hui, la plupart des étudiants sont dans une espèce de niche où on a des loyers exorbitants pour des choses qui sont absolument affreuses dans la plupart des villes. C'est pire à Paris, mais c'est comme ça dans toutes les villes étudiantes. Donc la question qui va se poser, c'est à partir du moment où le marché privé est complètement saturé et pas forcément adapté aux besoins des jeunes, premièrement, faire des logements qui soient adaptés aux jeunes. Et je pense notamment aux CTU. Pourquoi les CTU? Parce qu'il y a évidemment le côté des prix moins cher, une proximité de la fac, mais il y a surtout dans les CTU un projet éducatif qui est particulier, qui consiste à dire on doit pouvoir accéder par exemple aux loisirs, on doit pouvoir avoir des cours du soir quand on en a besoin, on doit pouvoir avoir des lieux de sociabilité pour rencontrer d'autres jeunes, et la sociabilité fait partie de l'éducation, on va dire. Donc premièrement, construire plus de places en CTU, et intégrer le parc privé de résidence universitaire au parc public. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des différences de traitement qui se justifient pas et que des gens fassent des profits sur le logement, qui est un droit. Ensuite, la deuxième chose, c'est que pour beaucoup de jeunes qui ne sont pas étudiants, il y a des besoins de logement qui se posent aussi. Parce que quand on commence avec un salaire qui n'est pas très élevé, même mettons qu'on mette le SMIC à 1700 €, bon, avec un SMIC à 1700 €, on a quand même besoin de pouvoir vivre, enfin voilà, la vie c'est plus que payer le logement et la nourriture. Donc, construire des logements publics, et des logements publics accessibles à tous et toutes. Donc nous, ce qu'on propose avec le Front de Gauche, c'est un grand plan de construction de logements publics, des logements sociaux, et notamment de logements très sociaux, pour justement pouvoir répondre à tout ça. Donc on fixe un objectif de 200 000 logements par an pendant 5 ans. J'ai encore deux autres questions à te poser sur toujours le thème du logement. Donc on sait qu'on est dans un pays en manque de mixité sociale. Qu'apportent les propositions de loi justement pour faire en sorte qu'il y ait plus de mixité dans les quartiers? Alors pour qu'il y ait plus de mixité dans les quartiers, il y a une loi qui était très bien, qui a été votée quand la gauche était au pouvoir, sous l'impulsion justement des communistes à l'époque, qui était la loi SRU. Et donc cette loi dit qu'on doit avoir 20% de logements sociaux dans toutes les villes, y compris à Neuilly. Et le meilleur moyen finalement d'avoir de la mixité, c'est évidemment de faire appliquer cette loi, c'est-à-dire qu'il y ait des logements publics partout. Ensuite, le deuxième point pour la mixité, c'est évidemment faire en sorte que dans tous ces quartiers où il n'y a pas forcément de logements sociaux, on ait quand même un plafonnement des loyers. Il faut bloquer les prix, il faut déjà qu'ils arrêtent d'augmenter, mais ensuite il faut qu'on ne dépasse jamais 20% de la charge des revenus consacrés aux dépenses de logement. Donc ces deux mesures sont des mesures qui sont de nature à garantir la mixité, parce que tout le monde pourra habiter dans quelque sorte partout. Alors Benjamin, beaucoup de jeunes vivent dans des logements plus qu'insalubres et payent des loyers beaucoup trop chers. Qu'est-ce qui est mis en place par ces propositions pour réhabiliter le logement? De manière générale, il y a deux problèmes, il y a même trois problèmes. On va dire qu'il y a un premier problème qui est celui des cités universitaires. Donc là, on a des logements publics, mais qui ont été complètement abandonnés par l'État, et il y a de gros moyens à mettre, et les collectivités locales qui sont exsangues à cause des différentes réformes peuvent pas les payer. Donc l'État doit s'engager dans un grand plan de rénovation des cités universitaires. Le deuxième point,
c'est les autres logements publics. Je pense au parc social. Et donc, selon les bailleurs, bon, il y a des contraintes qui sont assez fortes, hein, il y a des obligations de rénovation, etc. Mais rénover le logement coûte très cher. En général, on cible ça sur certains quartiers, dans des conditions très difficiles, avec des cofinancements des collectivités qui ne peuvent pas, etc. Bref, il faut qu'on redonne les moyens finalement d'avoir une vraie politique du logement, avec des vrais moyens pour les bailleurs sociaux pour pouvoir rénover tout ça. Le dernier point, c'est évidemment le parc privé. La plupart des logements sont des logements privés, pas des logements publics. Donc une fois qu'on a dit que l'État doit s'engager pour les logements publics, qu'est-ce qu'on fait pour tous ces logements insalubres qui sont les premiers justement touchés par les étudiants? Il faut que les gens déjà sachent ce que c'est que l'insalubrité, donc mener des grandes campagnes probablement là-dessus. Et ensuite renforcer les pouvoirs du maire. Ça c'est une proposition de loi qu'on va développer, qui n'est pas dans ce texte spécifiquement, hein, mais c'est quelque chose qu'on porte, renforcer les pouvoirs du maire pour que justement il puisse agir sur les marchands de sommeil de façon plus efficace. Parce qu'il y a des procédures très très longues et donc il faut faire en sorte que tout ça aille beaucoup plus vite, pour faire appliquer le droit tout simplement. Bonjour, moi je vais vous parler de l'orientation des jeunes. Donc j'ai une question, comment améliorer les outils d'orientation des jeunes pour qu'ils répondent aux besoins réels des élèves au niveau des collèges? Alors au niveau des collèges, une des questions qui est revenue le plus souvent quand on a rencontré différents jeunes un peu partout, c'est celle de la découverte de l'entreprise. Hein, c'est comment est-ce qu'on fait quand on est au collège pour faire des stages d'observation. Donc pour ça, il faut évidemment que les entreprises qui ont pour objectif principal de faire des profits puissent arriver à dégager quelqu'un pour vraiment s'occuper des jeunes et faire en sorte que toutes les entreprises puissent prendre des jeunes. Donc là, il y a des mesures à prendre probablement dans ce sens-là. Après, l'orientation, il ne faut quand même pas bloquer les jeunes dès le collège dans tel ou tel métier. Il faut qu'ils puissent voir différentes choses. Et donc, à ce niveau-là, il faut probablement renforcer d'une part le service public de l'orientation. Donc avec tout ce qui existe, hein, on a des CIO, des choses comme ça, donc peut-être plus de moyens pour toutes ces structures. Peut-être aussi les harmoniser. Hein, parce qu'on a, donc bon ça c'est au niveau du collège, mais après pour les plus vieux, on a les centres départementaux d'information de la jeunesse, etc. Donc il faut faire un guichet unique, on va dire, de l'orientation pour qu'un jeune, quel que soit son âge, puisse avoir un aperçu d'ensemble des possibilités qu'il peut avoir, quoi, quelle que soit sa filière, quels que soient ses goûts à un moment donné. Aujourd'hui, donc, il y a une attente importante chez les gynécologues et beaucoup de dépassements d'honoraires. J'aimerais savoir si le Front de gauche a des propositions, surtout pour la jeunesse qui n'a pas énormément d'argent et qui se voit contraint de dépenser énormément pour aller chez le gynécologue. Donc je crois que pour répondre à cette question, la première chose qu'il faut se dire, c'est que la santé est un droit et qu'une fois qu'on a posé ça, il y a des conséquences pratiques. Hein. La première, c'est que le principe de base, c'est que quels que soient les besoins, on doit pouvoir y accéder sans aucun problème. C'était le principe de base, hein, quand on a créé la Sécu, quand le ministre communiste Ambroise Croizat l'a créé, c'était de dire voilà, chacun contribue comme il peut au système de santé et tout le monde reçoit en fonction de ses besoins. Donc une fois qu'on a dit ça, la question des dépassements d'honoraires, ma foi, elle se pose plus parce que si c'est un droit, c'est pas une source de profit, donc pas de dépassement d'honoraires. Les médecins sont pas là pour faire du business, donc pas de dépassement d'honoraires. On voit à l'heure actuelle, selon encore la dernière enquête de la mutuelle des étudiants, qu'il y a un étudiant sur 5 qui n'est pas couvert en mutuelle complémentaire et qu'il y a également un renoncement à la souscription des complémentaires, on le sait généralement pour la jeunesse, jeunes travailleurs y compris. Et ça, c'est un réel problème parce que ça va au-delà du problème des dépassements d'honoraires, c'est l'ensemble des remboursements qui ne sont pas effectués pour ces jeunes et la jeunesse est la plus exposée à ce problème. On voit qu'à l'heure actuelle, le gouvernement, nous on a l'impression qu'il ne prend pas ses responsabilités, il commence à taxer ces mutuelles qui sont des organismes d'économie sociale et solidaire qui ne font pas de profit en tant que tels et qui sont d'utilité publique quand même. Et on voudrait savoir si le Front de gauche, par le biais de la proposition de loi de Marie-Georges Buffet, tente de pallier à ce problème. Bien sûr, ça c'est une question centrale, hein, et je crois que l'objectif, la première mesure évidemment, donc le gouvernement a instauré cette taxe, la première mesure à prendre c'est évidemment de la supprimer. On est dans une période quand même incroyable où l'ensemble des revenus baissent et où en même temps on dérembourse, etc. Bon, la priorité c'est de supprimer cette taxe. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a des mutuelles. On a besoin de mutuelles et de plus en plus de frais sont transférés aux mutuelles parce qu'on dérembourse, hein, on met des tickets modérateurs par-ci, des déremboursements par-là. Vous voulez vous faire vos lunettes, on va vous rembourser à 100% d'un plafond de 4 €. Bon, tout le monde sait très bien que c'est pas 4 € une paire de lunettes ou un verre. Donc à un moment donné, il faut poser la question par le bon bout à mon avis, qui est celle non pas du renforcement tant que ça des mutuelles, bon, on aura probablement toujours besoin de mutuelles, donc il faudra les renforcer, mais c'est
la question du fonctionnement de la Sécu en lui-même, c'est-à-dire arrêter avec le déremboursement et faire en sorte que voilà, on puisse accéder aux droits en fonction de ses besoins. Et ça nécessite évidemment de refaire un vrai barème qui corresponde aux besoins des gens, quoi. Dans les universités, on voit que les médecines préventives universitaires, qui devraient avoir un rôle prééminent au sein des institutions éducatives, sont en fait en grave problème de financement pour tout un tas de raisons et notamment une certaine rigueur qui s'installe un peu partout dans les services publics, et ça pose du coup le problème de la compétence de ces médecines préventives. À l'heure actuelle, il y a 98% du budget de l'assurance maladie qui est dédié au curatif. Est-ce que le préventif pourrait pas être un levier pour moins de coûts pour la santé et aussi pour une amélioration conséquente du niveau de vie en termes de santé des gens et plus particulièrement des jeunes, et est-ce que ces médecines préventives universitaires pourraient pas se moderniser pour pallier aussi au renoncement aux soins? Bien sûr, la question du renoncement aux soins, c'est une question financière, mais c'est aussi une question d'information. Les gens ne connaissent pas leurs droits de manière générale, et donc pour les appliquer, après c'est toujours un peu plus compliqué. La question du renforcement de la médecine préventive, c'est une question qu'on pose dans ce texte, hein. On propose de renforcer justement tout ce secteur de la médecine préventive, de faire des grandes campagnes, de se mettre partout où il y a des jeunes, hein, dans les universités, mais pas que dans les universités, parce que la médecine préventive, c'est surtout un dispositif centré sur les universités, mais l'accès à la santé se pose aussi pour les jeunes travailleurs, les jeunes en alternance, les jeunes qui travaillent, voilà, donc il faut le mettre partout, dans les entreprises, dans les cités, etc. On propose de se diriger vers des centres publics, hein, peut-être un peu plus développés que ce qu'il y a, et voilà, d'avoir des vraies structures publiques dotées de pouvoirs en matière d'information et dotées de pouvoirs de curatifs, hein, on va dire, pour les soins. Il faut vraiment articuler les deux dans un endroit qui puisse être identifié par le jeune. D'accord, donc si je comprends bien, le projet pour les médecines préventives, c'est que notamment elles assurent leur mission de promotion de la santé et de prévention par des campagnes, mais aussi éventuellement qu'il puisse y avoir des prescriptions de soins, oui, directement. Oui, parce que le soin est aussi une bonne manière. Enfin, quand on guérit, je crois qu'on fait l'expérience du fait que la médecine c'est utile et qu'il faut aller chez le médecin. Et on vit plus longtemps. Je crois que c'est aussi un bon moyen de prévenir, c'est aussi de guérir justement. Donc il faut vraiment articuler les deux. Ok, merci. Bonjour, je suis étudiante à Montpellier. Moi, mes amis, on aimerait pouvoir sortir, se cultiver, avoir accès à la culture. Et on est limité par le manque de moyens, souvent. Et j'aimerais savoir si le Front de gauche propose une solution politique pour contrer à ce problème, pour que les étudiants précaires, dans des situations financières compliquées, puissent avoir accès au cinéma, au théâtre et à la culture en général. Alors pour accéder à la culture, il y a deux problèmes, hein. Le problème de l'accès à la culture, c'est un problème déjà d'image de la culture, hein. Souvent on voit ça comme quelque chose d'assez élitiste, etc. Donc ça nécessite à mon avis déjà dès l'école de montrer que la culture c'est quelque chose qui concerne tout le monde, qui n'est pas une punition, qui peut être intéressant, qu'on peut... voilà. La deuxième partie c'est le coût. Enfin, vous voulez aller à l'opéra, pour avoir une place un peu sympa, il faut quand même mettre 100 €. 100 €, tout le monde les a pas et même beaucoup de gens les ont pas. Et donc de fait, on réserve une grande partie de la culture à une minorité de gens. Donc se pose la question du financement. Que ce soit pour le cinéma, c'est de plus en plus cher aussi, enfin pour tous les aspects de la culture. Nous, ce qu'on propose, c'est la mise en place d'une espèce de carte. Donc en fonction des revenus, les familles auraient, je sais pas, une espèce voilà, de carte avec une lettre, ou enfin je sais pas, le système est à créer, hein. Et en montrant cette carte, eh ben, on pourrait bénéficier dans n'importe quel service public culturel ou de loisirs d'une réduction pour faire en sorte que le coût de l'accès à la culture correspondent aux besoins. Un peu comme pour la Sécu en fait, hein, en quelque sorte. Ce serait le même principe, le même mécanisme. Bonjour, ma question a trait à la LRU notamment et à l'autonomie des universités en général, notamment en ce qui concerne la recherche. Le mandat de Sarkozy a montré une volonté de casser le système de recherche au profit d'un système privé de financement notamment. Qu'est-ce que le Front de gauche propose donc à ce sujet ? Que depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation des universités, on constate que les entreprises privées investissent de plus en plus profondément le milieu universitaire et influençant par surcroît les décisions qui s'y opèrent dans les différents conseils. Donc cette nouvelle mainmise des capitaux privés sur le milieu universitaire met à mal évidemment la diversité des filières ainsi que leur application dans le milieu de la recherche. Donc de fait, que propose ce texte de loi pour garantir la pérennité des filières dites non rentables et pour assurer une recherche scientifique publique axée vers le bien commun et l'intérêt général?
Alors bon, nous, notre texte ne porte pas directement sur l'université, etc. Mais malgré tout, on a été amené à se poser cette question-là. Donc déjà, bon, la question du droit aux études, elle se pose sur la question déjà du blocage des droits, etc. Parce que quand on pose la question de l'entrée des entreprises dans l'université, un capital privé, il exige quoi? Il exige un retour sur investissement. Et donc, qui dit retour sur investissement, dit que, évidemment, pour certaines filières prestigieuses, on va faire des droits énormes, puis d'autres, on aura des facs de lettres sans moyens. Nous, dans le cadre du Front de gauche, on propose une refonte de tout ce système universitaire. Nous, dans le cadre de la proposition de loi, on s'est dit, bon, si les capitaux privés exigent des retours sur investissement, si on veut limiter, si on veut même supprimer ce poids des capitaux privés, il faut revoir la composition des conseils d'administration des universités. Et donc nous, on propose de sortir les entreprises, tout simplement. Les passerelles doivent se faire ailleurs. C'est évident qu'il doit y avoir des passerelles entre le monde du travail et l'université. Bon, l'université ne sert pas qu'à aller vers le monde du travail, il y a aussi la recherche, mais il y a aussi cet aspect-là. Donc évidemment, les passerelles se feront avec les stages, avec tout ça, dans le cadre évidemment d'un système rénové de stages. Mais il faut surtout sortir les entreprises des conseils d'administration parce qu'elles n'ont rien à y faire. Voilà, c'est pas leur place dans l'université. J'habite à Montpellier, dans un quartier qui s'appelle La Paillade. Juste à côté, il y a une zone franche. Une zone franche où beaucoup d'entreprises se sont installées pour bénéficier du régime zone franche qui les exonère de beaucoup de charges. Et je voulais savoir si, dans votre programme, vous envisagiez d'appliquer vraiment des règles ou des lois qui pourraient inciter les entreprises, ou du moins les obliger à tenir leurs engagements et à respecter les quotas qu'elles sont engagées à respecter en s'installant dans ces zones franches. Nous, on aborde les choses sous un angle différent. Les zones franches, c'est des dispositifs qui ont été créés de manière dérogatoire en disant, bon, puisqu'on abandonne l'idée qu'on peut créer des emplois stables partout et de l'emploi partout dans de bonnes conditions, sur certains territoires, on va faire des exonérations de cotisations. Bref, nous, on n'est vraiment pas du tout dans la logique de toutes ces zones franches. On pense que pour développer l'emploi, il y a d'autres leviers à ajouter. Et donc, nous, évidemment, on ne propose rien de spécifiquement sur les zones franches, mais nous, ce qu'on propose de manière générale là-dedans, et notamment pour l'emploi des jeunes, c'est de faire en sorte que les entreprises puissent accéder au crédit. Il faut alléger leurs charges financières et faire en sorte que les aides publiques soient orientées vers la création d'emplois et surtout d'emplois stables. Donc on va créer des fonds régionaux qui regrouperaient toutes les aides publiques et qui permettraient de bonifier les crédits, c'est-à-dire de réduire les taux d'intérêt des entreprises qui vont créer des emplois. Alors après on peut imaginer des tas de critères. Nous, on s'est borné dans la loi, on a les lignes générales. Dans notre esprit, il y a évidemment des questions sur l'emploi des personnes handicapées par exemple, sur l'emploi local par exemple, parce que nous on a le cas par exemple en Seine-Saint-Denis, la circonscription de Marie-Georges Buffet, d'entreprises qui viennent s'installer en zone franche et qui font venir tous leurs salariés de 3 heures de route et ça crée finalement pas grand chose parce qu'ils ne payent pas d'impôts localement, il n'y a pas d'emploi créé localement, bref ils sont juste basés là pour bénéficier d'exonération. Donc faire en sorte qu'on privilégie l'emploi local en bonifiant les crédits par exemple des entreprises qui vont employer tout ça. Et si on renforce notre tissu de PME, qui est la force quand même de notre pays, eh ben, on va créer les conditions pour que tous les jeunes, mais aussi pas que les jeunes, toutes les catégories de la population puissent accéder à un emploi dans de bonnes conditions. Et notamment dans les quartiers populaires, dans les milieux urbains, on a des problématiques spécifiques. La question en fait, qui est posée, c'est celle comment on fait moins pour les gens et comment on fait plus avec les gens. C'est la vraie question de fond. C'est un vrai enjeu. C'est que ce qui se décide se fabrique, se conçoit avec les gens eux-mêmes et qu'ils aient un rôle complètement acteur là-dedans. Pour moi, c'est l'enjeu crucial de ce que l'on vit en ce moment et des années qui viennent. On devrait, dans sa vie, prendre un peu de temps pour la chose publique et prendre des responsabilités importantes, nationales, locales pour la chose publique. On devrait pouvoir le faire tous à un moment donné. Quand vous allez aux dernières élections cantonales, 80% des gens qui sont inscrits sur des listes électorales dans des quartiers populaires qui ne vont pas voter quand on leur demande leur avis, on ne peut pas dire que la démocratie est vivante aujourd'hui en France, c'est pas possible. C'est la démocratie spectacle qui est vivante. C'est effectivement, on a de la télé, on voit des tas de trucs, des sondages en voiture, en voilà. La vraie politique, c'est pas à la télévision qu'elle se fait. C'est avec les gens tous les jours, dans les lieux de décision, dans les villes, dans les entreprises, partout où les gens travaillent, vivent, circulent. C'est pour ça que c'est une vraie question de partager le pouvoir. C'est à tout niveau. C'est-à-dire dans les entreprises, si on ne donne pas plus de pouvoir aux salariés
pour qu'ils pèsent sur les décisions que vont prendre les administrateurs, le patron, etc., on va être dans des difficultés, on va continuer à être dans des difficultés. Dans les villes, il faut que les citoyens aient plus de pouvoir, il faut que les habitants aient plus de pouvoir. Je pense qu'il y a au moins deux choses. La première, c'est de redonner de l'espoir. Il faut montrer qu'il est possible de faire autrement que ce qu'on nous montre aujourd'hui. 6 mois avant mai 68, personne ne pensait qu'il se serait passé ce qui s'est passé. Qui pensait, il y a quelque temps, qu'il se serait passé ce qui s'est passé dans les pays arabes? Personne ne pouvait le prédire, personne ne disait que. Donc voilà, redonner de l'espoir, c'est aussi montrer, et notamment aux jeunes générations, que dans l'histoire, c'est pas l'histoire qui fait le monde, c'est les hommes qui font l'histoire. Donc ce qu'il faut montrer, c'est que quand les gens se mobilisent, ça marche, et qu'on a des résultats. C'est-à-dire faire comprendre que collectivement, quand on fait des choses ensemble, on gagne, il y a des choses qui bougent, on ne gagne pas toujours, c'est mentir aussi de dire qu'on gagne toujours. Par exemple, la grande mobilisation sur les retraites, elle a montré que malgré une grande mobilisation, on n'a pas obtenu. Donc des fois, c'est compliqué, mais des fois, ça marche aussi. Et deuxièmement, ça apporte à chacun de faire des choses ensemble. C'est-à-dire qu'on s'épanouit. Il faut parler humain, quoi. Il faut parler développement personnel des gens. Tout s'est construit par la lutte, par la mobilisation. Rien n'est jamais tombé du ciel. J'insiste quand même sur la lutte. Parce que quel que soit, encore une fois, ceux qui gouverneront, il faut de la mobilisation. On l'a vu dans le passé, quand la gauche a gagné, et si à côté de la gauche, il n'y a pas des fortes mobilisations, s'il n'y a pas des gens qui contrôlent les gens qui ont du pouvoir en permanence, il y a des dérives. Il faut donner dans les institutions qui existent, dans les dispositifs divers et variés de concertation, de consultation, de discussion, il faut donner plus de place aux jeunes. Qu'est-ce qui fait qu'on se mobilise? Moi je dis toujours il y a deux choses. Il faut d'abord, qu'on pense que ça soit utile. Et deux, qu'on pense que sa personne, soi-même, on va pouvoir jouer un rôle utile là-dedans. Si on n'arrive pas à répondre à ces deux questions-là, on ne s'implique pas. Donc ça, c'est la première question. C'est que dans ces lieux-là, conseil de jeunes, conseil de quartier, conseil de... etc., tous ces lieux qui permettent des échanges, des débats, des discussions, des prises de décision, etc., quelquefois, il faut les investir, mais il faut aussi qu'ils produisent des choses intéressantes. Il faut qu'on sente que ça soit utile. Si on y va et que ce qu'on dit n'est pas pris en compte, où on nous dit non, ça, madame ou monsieur, machin, c'est pas l'ordre du jour de la réunion, ça sera la prochaine fois. Si on ne crée pas les conditions générales pour que le débat soit fructueux et qu'il permette des prises de décision, etc., eh ben, on fait des coquilles vides. Et il se passe quoi? Il se passe qu'on donne de faux espoirs aux gens, ils sont déçus, et quand les gens sont déçus, jeunes ou moins jeunes, c'est pire que tout. C'est terrible. Il vaut mieux rien faire que faire semblant de faire ou faire mal. Il y a un problème qui est récurrent chez la jeunesse, et je pense que ça prend tout le monde, c'est le problème qu'on a faim, qu'on a le ventre vide. Moi j'ai grandi dans un quartier populaire, je suis d'une famille communiste, on a une éducation populaire. Mais tu prends le cas d'un quartier populaire, où les jeunes, on a faim, où les jeunes, on n'a pas de travail. Et manque de chance, l'État a fait en sorte de donner des solutions subsidiaires, des solutions intermédiaires, qui font qu'on se contente de peu, et on a peu de temps. Est-ce qu'on n'aurait pas des politiques justement pour faire en sorte qu'on puisse justement plus s'intégrer, pour avoir la vie plus sereine, une politique d'attaquer les loyers, pour faire en sorte que les loyers sont moins élevés pour les jeunes? Alors par exemple, dans une ville comme la nôtre, il y a des mesures nationales, mais par exemple, les jeunes étudiants, on a un contrat local, un contrat municipal étudiant. Donc les jeunes qui ont des ressources très faibles, pour les inciter, enfin dont les familles ont des ressources très faibles, pour les inciter à poursuivre leurs études, on leur attribue une bourse municipale, en fait, ça revient à ça. Un complément de bourse qui peut aller jusqu'à 2000 € annuels. C'est pas rien. Donc c'est possible. Et c'est un choix bien. C'est un choix qui a été fait et c'est le budget de la ville de Blanc-Ménil. Qu'on ne dise pas qu'au plan national, ce genre de mesures qui viendraient aider les jeunes dans la poursuite de leurs études n'est pas possible. Ce qu'on peut faire localement, on peut le faire à d'autres niveaux. Il y a des catégories d'âge comme ça, on dirait que c'est un poids. C'est un poids, les jeunes. Putain, c'est lourd pour la société, les jeunes. C'est un problème, les jeunes. Les anciens, c'est un problème, ça coûte cher. Il faut arrêter. C'est des richesses, les jeunes et les anciens. Je prends exprès les deux extrêmes.
Et alors, c'est un investissement, la jeunesse. En quoi ça coûte? Ça coûte rien. On doit le faire, parce que si on ne le fait pas, c'est la catastrophe. Voilà, c'est pas une dépense pour moi, c'est un investissement, la jeunesse. Donc nous, en fait, on se voit, normalement c'est une fois par mois, mais en réalité c'est une fois par semaine, parce que sinon on n'a pas le temps d'avancer. On a des thématiques bien précises, donc on part sur la citoyenneté, le logement, plein de thématiques comme ça. Nous on a mis par exemple en place l'aide au permis. Cette aide au permis on l'a aussi faite sur le BAFA. On a mis en place des billetteries pour des spectacles, enfin après ça touche plus la culture, etc. Mais après sur le plan sportif, il y a plein de tournois qui sont mis en place, à peu près un par mois. En gros, 50% du budget du service municipal de la jeunesse, il est en fait géré par le conseil local des jeunes. Les mesures dont on parle, derrière, c'est le budget de la ville. Et c'est eux qui décident. Donc ils ne sont pas là que pour se raconter des belles histoires, hein, ou passer des soirées agréables, à se réunir une fois par semaine, une fois par mois, comme disait Léa. Ils sont là, concrètement, ce qu'ils font produit des choses, et il y a des dépenses faites pour ça, et voilà, c'est concret. Alors c'est un des conseils locaux de jeunes aujourd'hui aussi, quasiment je pense le seul en France à être élu au suffrage universel. C'est-à-dire qu'il y a un jour 10 bureaux de vote dans des lycées, dans des salles comme ici, et les jeunes sont invités à venir voter sur des professions de foi que les jeunes ont écrites. Marie-Georges Buffet fait régulièrement des rencontres citoyennes dans cette circonscription. Mais il y en a très peu des députés qui font ça. Ça devrait être obligatoire par la loi. Bonjour Léa, alors on a appris que tu es montée rencontrer Marie-Georges Buffet par rapport à la proposition de loi qu'elle a faite. J'aimerais bien que tu nous expliques ton ressenti, à nous, jeunes. En fait, c'était une volonté de Marie-Georges Buffet en fait, avant de proposer son projet de loi, de venir en fait, consulter les jeunes et voir un peu les idées qui émanaient de la jeunesse directement. Donc en fait, on l'a rencontrée une première fois, où elle nous a un peu expliqué donc, voilà, ce qu'elle avait en tête, ses projets, etc. Et en fait, on sont ressortis plusieurs thèmes qu'elle nous a proposés. Le thème voilà, du logement, des transports, etc. Et en fait, il y avait en tout peut-être 7 ou 8 thèmes sur lesquels voilà, on avait des choses à proposer. Donc on s'est consacré toute une soirée de travail où donc là, elle n'était plus là. Voilà, sur chaque thématique, on proposait un peu des idées en plus, ouais, c'est ça, des idées qu'on avait, des remarques, etc. Et en fin de compte, il y a une personne du CLJ qui en a fait un compte rendu et qui l'a fait parvenir à Marie-Georges Buffet. Et au final, y a le projet de loi qui est sorti. C'est que du positif et puis si ça peut après faire changer les choses au niveau national, nous on prend quoi. Et le fait de fur et à mesure de rencontrer différentes personnalités, certaines plus haut placées que d'autres, en fait, c'est vrai qu'on se dit on est en train de s'ouvrir, et ça donne du punch pour faire des choses au niveau national, quoi. Andrea Cotarac, co-responsable du réseau jeune du Parti de gauche. Bouvet Marine, responsable du secteur jeune de gauche unitaire. Alors en tant que responsable, je voulais vous demander que faites-vous sur le terrain pour promouvoir le programme du Front de gauche dans la jeunesse? Alors déjà, premièrement, on a fait plusieurs actions. On a voulu innover un petit peu le militantisme politique puisqu'on veut changer la société, donc on change déjà nous, notre manière de faire la politique, notre manière de représenter le peuple. Et on a fait de surcroît plusieurs actions. Les premières, c'est des actions de terrain. On a envahi, entre guillemets, un centre commercial qui travaillait le dimanche. On a fait donc contre le travail du dimanche, on a mangé un poulet, c'était symbolique, mais c'était une manière d'influencer sur les esprits des gens qui sont plus ou moins lobotomisés en travaillant à chaque fois le dimanche. Précarité partout. On a plusieurs autres idées, notamment envahir EDF-GDF, ou envahir un Crous pour tous les droits qui sont justement supprimés au niveau de la jeunesse, des gens qui n'arrivent plus à payer leur gaz, etc. Et après, il y a des assemblées citoyennes, bien sûr, sur plusieurs combats. En fait, on appelle aussi à l'organisation d'assemblées citoyennes. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez le principe des assemblées citoyennes. D'accord.
Mais enfin voilà, c'est en gros, c'est sur un thème, on appelle les citoyens à venir débattre avec nous, enfin avec voilà. Et là, on va mettre en place, bon, ça s'est déjà mis, par exemple, ça a déjà été fait à Dijon, par exemple, où des assemblées citoyennes qui appelaient les jeunes à se mobiliser autour de la question de ce qui les touche le plus, c'est-à-dire le salaire, les études, le logement, le prochain tract là, qui va sortir, et c'est un tract spécialement justement pour les jeunes, et où on appelle vraiment à l'organisation d'assemblées citoyennes, quoi. Je voulais juste aussi revenir sur l'intérêt que portent les politiques aux jeunes. Et donc on voit bien que tout d'un coup les jeunes, pour les hommes politiques, enfin et les femmes politiques aussi, pour enfin les candidats et candidates en fait, les jeunes deviennent tout d'un coup la réalité, qu'il faut absolument sortir de la misère et tout. Mais en fait quand on regarde bien dans leur programme, il n'y a aucune proposition qui est faite vraiment pour sortir les jeunes de la précarité, pour leur donner un accès aux études. Quand on regarde par exemple le programme donc, du PS porté par François Hollande, on remarque bien quand même que c'est le seul programme de gauche qui ne propose pas le statut social de la jeunesse. Dans le contexte politique actuel, pourquoi avoir déposé ce projet de loi visant à permettre aux jeunes de prendre en main leur avenir ? Et parce que lorsque les politiques parlent des jeunes, ils disent souvent c'est l'avenir de la France, mais les jeunes c'est pas ça qu'ils attendent, ils attendent des réponses concrètes à leurs problèmes concrets. Deuxièmement, chaque fois qu'on a des propositions sur les jeunes, c'est toujours des propositions spécifiques. J'ai encore entendu François Hollande proposer qu'on enlève des cotisations sociales aux patrons qui auraient l'amabilité d'embaucher un jeune d'un quartier difficile. Ça voudrait dire que ce jeune du quartier difficile, il n'est pas vendable, il n'est pas employable, il faudrait donner une carotte au patron pour qu'il le prenne. C'est méconnaître que dans les quartiers difficiles, il y a des tas de jeunes qui ont des diplômes, qui sont compétents, etc. Donc j'en ai marre de ces dispositifs spéciaux pour les jeunes. Les jeunes, ils ont le droit aux études, ils ont le droit à l'emploi stable, durable, et après il faut trouver les moyens pour leur assurer ces droits. Merci. Alors j'ai une deuxième question. Comment avez-vous procédé pour élaborer ce projet de loi ? Alors nous avons travaillé avec les organisations de jeunesse, avec la JOC, avec les jeunes de la CGT, avec les jeunes de la JC, avec du parti de gauche. Et à partir de leurs réflexions, nous avons travaillé la loi, puis nous avons de nouveau soumis la loi pour voir si elle correspondait. Et puis maintenant, ces organisations font pétitionner les jeunes pour qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour. D'accord. Donc vous donnez une vraie place à la jeunesse dans le débat politique ? Oui, bien sûr, mais une place comme des citoyens et des citoyennes à part entière, pas comme des gens sur lesquels on se penche et puis on sort une mesure spécifique de nous. Non, des hommes et des femmes qui ont droit à leurs droits pleins, voilà. Du coup, pour finir, quelle place, selon vous, doit prendre la jeunesse en vue de l'aboutissement de ce projet de loi, donc concrètement? Il faut se mobiliser. Même si la gauche arrive au pouvoir, on aura besoin de se mobiliser pour inscrire cette loi à l'ordre du jour et pour faire en sorte qu'elle soit votée. Donc surtout, ne pas attendre tout du gouvernement élu, se mobiliser soi-même. D'accord, donc le message pour la jeunesse, aujourd'hui? Intervenez. Intervenez. Prenez la parole. Merci beaucoup. Quel message adressez-vous aux jeunes qui subissent la précarité au quotidien? Je leur dis aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Maintenant, avec le front de gauche, c'est avec ça qu'on va tout renverser. Donc vous qui regardiez un peu la politique de loin, qui ne saviez pas trop s'il fallait y aller ou pas, maintenant c'est avec le front de gauche. Il faut foncer. On peut foutre Sarkozy dehors, faire reculer Le Pen et garantir vraiment un changement demain avec la gauche, mais avec le front de gauche. Et concrètement, dans les assemblées citoyennes, dans tout ça, comment il faut que ça se passe? Il faut les investir, surtout les jeunes. Investissez les assemblées citoyennes, mêlez-vous de tout ça. Portez vos revendications, portez le projet de loi qu'a déposé avec les organisations de jeunesse Marie-Georges Buffet et unissez-vous autour de ça et ne lâchez rien. Parce que demain, quand on aura gagné, quand on aura foutu Sarkozy dehors, il faudra se mobiliser et ne pas lâcher jusqu'à ce qu'on ait fait voter les lois dont vous avez besoin, vous les jeunes et nous les autres. Parce que ça sera une bataille derrière. La bataille, elle ne va pas s'arrêter avec les présidentielles. Il faudra se battre derrière, dans la rue, dans les urnes aux législatives et tout le temps. Et pour ça, il faut un peuple et une jeunesse mobilisés. C'est comme ça qu'on va y arriver, sans rien lâcher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des messages un petit peu de motivation à leur donner aux jeunes de Montpellier pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon et pour la victoire d'une gauche de gauche en 2012? La première chose, c'est le mot d'ordre du front de gauche. La consigne, c'est pas de consigne. Donc ça veut dire qu'il faut que chaque collectif, chaque militant se prenne en main et décide des formes qu'il a envie de donner à son combat pour faire progresser les votes
pour le Front de gauche. Donc voilà, il faut y aller. Et puis je crois qu'aujourd'hui, avec 100 000 personnes qui sont dans la rue, ça donne de l'élan et il ne faut rien attendre, il faut y aller. Il faut y aller, il faut faire toutes les formes, je sais pas ce que vous voulez, des réunions Tupperware, des assemblées citoyennes, des fronts thématiques sur la jeunesse, sur tout ce que vous voulez, du théâtre, tout. Il y a beaucoup de créativité. Écoutez cette belle chanson-là, qui est dans tous les meetings. HK, c'est chouette, hein. Ouais, super. Et ben voilà. Exactement, on en est là et donc faut y aller. Il y a vraiment pas de. La consigne, c'est pas de consigne. Et si vous deviez dire qu'il y a un thème qui fédère toute la jeunesse et qui est très important pour son avenir à cette jeunesse, ce serait lequel? Quelle thématique vous prendriez? Le logement, l'autonomie? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous pour résoudre les problèmes de la jeunesse en France aujourd'hui? La question de l'autonomie, ce qui est bien, c'est qu'elle est transversale. Donc l'autonomie des jeunes, ça suppose de lutter contre la précarité, de faire entrer les 18-25 ans dans le droit commun, de construire des logements étudiants, des logements pour les jeunes et de supprimer les cautions. Il y a un ensemble de politiques qui doivent être favorables aux jeunes. Mais ça veut dire il y a deux éléments, c'est-à-dire que la politique globale contre les plans de rigueur et pour un partage des richesses sera favorable aux jeunes. Et par ailleurs, il faut des mesures spécifiques comme l'ouverture du droit commun au 18-25 ou réfléchir à des allocations qui permettent de faire des études pour les jeunes qui aujourd'hui malheureusement sont souvent obligés de travailler ou n'ont pas droit à des bourses. Donc étendre le nombre de bourses par exemple ou accroître le nombre de logements étudiants, ça fait partie des mesures qui doivent aider les jeunes. Puis on a une mesure à laquelle on tient beaucoup, qui est la scolarisation obligatoire des 3 à 18 ans et qui est une manière aussi d'élever le niveau de qualification de tous les jeunes. Et ça c'est très important dans la société dans laquelle on est. Il faut que le CDI redevienne la norme et il faut arrêter que les jeunes soient une espèce de masse de salariés corvéables à merci auxquels on fait faire des stages non rémunérés. C'est la première chose. Et après sur la mixité pour tous ces jeunes qui se sentent délaissés, il y a aussi un problème de discours. C'est qu'on les stigmatise beaucoup et j'ai fait un débat encore hier avec un responsable du Front National qui disait il y en a marre de ces jeunes qui zonent dans les quartiers à écouter du rap. Donc voilà, je pense qu'aussi il y a une sorte de mépris à l'égard des jeunes, à l'égard de leur culture et qui est insupportable. Donc place à la jeunesse, ça veut dire aussi respect de ce qu'ils sont et de leur donner les moyens de leur autonomie aujourd'hui dans la société telle qu'elle devrait fonctionner mieux, bien, avec le Front de gauche. Moi j'ai été élue adjointe au maire de Paris pendant 7 ans en charge de la jeunesse. Et je me suis beaucoup battue parce que souvent, y compris les politiques jeunesse, elles s'adressent à ceux qui ont déjà pas mal et on oublie les jeunes travailleurs par exemple. On parle du logement étudiant, on ne parle pas des foyers de jeunes travailleurs. Voilà, et je pense qu'il faut au contraire essayer de réunir là où la société actuelle, elle oppose, elle casse, elle crée des inégalités supplémentaires en fait. Bonjour. Bonjour. Déjà, qu'est-ce que vous dites un petit peu de ce monde là qui se rassemble sur la place de la Bastille par rapport au meeting du Front de gauche, à la marche qui a été faite depuis le début d'après-midi? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez un petit peu nous dire votre point de vue par rapport à ça? D'abord, j'ai l'impression que c'est un gros succès. J'ai l'impression que c'est un gros succès. C'est émouvant de voir ça. Et c'est inattendu pour moi en tout cas. Si on part du principe de l'égalité des droits et à partir de ceux qui ont le moins, toutes les avancées profiteront à ceux qui ont le moins, dont notamment les jeunes qui sont les pires victimes de la précarité aujourd'hui avec les femmes. Alors jeunes femmes, c'est encore plus dramatique, mais en même temps, ça profitera à toute la société. Il faut toujours travailler comme ça. On part de ceux qui ont le moins, de manière à faire profiter tout le monde. Alors, c'est vrai que pour les jeunes, aujourd'hui, le gros problème, c'est la précarité, que ce soit la précarité dans l'emploi, la précarité au logement, la précarité pour la santé. Donc c'est le point central de la bataille pour les jeunes. Faire reculer cette précarité, ça veut dire refuser aujourd'hui qu'on multiplie, comme c'est le cas, tous les emplois précaires, CDD, intérim, stages non payés, stages mal payés, stages multipliés. Donc ça, on n'en veut plus. On veut qu'il y ait un droit commun à tous les salariés, quel que soit l'âge. Les propositions de la JC par rapport à la jeunesse, l'essentiel se retrouve dans la proposition de loi, puisqu'elle a été coélaborée au départ avec Marie-Georges Buffet des organisations de jeunesse, mais essentiellement les jeunes communistes. Donc du coup, nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de porter dans la campagne, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a une loi cadre pour les jeunes qui est faite, qui comporte, parce qu'à chaque fois, nous, on insiste là-dessus, on ne peut pas régler le problème des jeunes qui sont noyés dans la précarité, dans l'insécurité sociale depuis maintenant plus de 30 ans, et ça s'accélère avec la crise. On ne peut pas régler le problème avec une ou deux mesurettes, avec des contrats jeunes, ou avec des dispositifs spécifiques. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer dans le droit commun
c'est en finir avec les contrats d'exception. Et la loi, elle porte tout ça, elle porte l'extension des services publics, notamment pour le droit au logement, l'accès au transport, parce que tous ces droits-là sont inscrits dans la Constitution. Les jeunes sont censés y avoir droit, mais ils ne peuvent pas y accéder parce que les services publics sont en recul. On veut aussi l'allocation d'études pour que tous puissent suivre leurs institutions se scolariser, d'accès au premier emploi, et puis plein de dispositifs qui visent enfin à éradiquer l'emploi précaire, à ce cancer qui ronge la jeunesse et qui l'enferme dans la précarité, et qui en plus tire toute la société vers le bas. Donc cette proposition de loi, elle est excellente pour les jeunes, mais aussi pour l'ensemble de la société, parce qu'elle va changer les rapports. Alors maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est aux jeunes de s'en emparer. C'est un outil, c'est un bien commun, cette loi, et nous, ce qu'on veut, c'est construire une grande mobilisation nationale de la jeunesse pour que demain, elle soit une réalité à l'Assemblée nationale. Et s'il y a une majorité de gauche demain à l'Assemblée, elle aura un choix à faire. Il y a François Hollande qui s'autoproclame le candidat des jeunes avec des propositions vides de contenu. Et ben demain, si on est des centaines de milliers à porter cette loi, l'Assemblée nationale devra prendre un engagement fort, mais simplement, c'est sûr, elle ne pourra pas être financée si on ne s'attaque pas à l'emprise des marchés financiers, si on ne s'attaque pas au pouvoir de l'argent. Donc ça exige aussi cette loi, ce que construit le Front de gauche, c'est-à-dire qu'on prenne le pouvoir et puis qu'on prenne l'argent là où il est pour enfin changer nos vies, parce que les richesses, c'est nous qui le produisons, donc juste on va avoir la couleur pour vivre mieux, quoi. Ce qu'on veut, c'est lutter pied à pied contre la délégation de pouvoir, et justement cette proposition de loi, elle est génial pour cette campagne, parce qu'on ne dit pas aux jeunes simplement mettez un bulletin de vote dans l'urne, Jean-Luc Mélenchon, Front de gauche. On leur dit soyez vous-même citoyens, soyez vous-même acteurs, et cette loi elle est à leur disposition pour l'enrichir. Et donc c'est pas juste un discours électoraliste, c'est qu'enfin nous on veut que ça change pour nos vies, et tous les jeunes qui sont là, donc j'ai envie de leur dire, et ils sont déjà là, donc tous ensemble portons haut et fort cette loi, soyons des centaines de milliers à la porter pour que demain elle soit incontournable à l'Assemblée, mais aussi à tous les jeunes qui n'ont pas pu venir, et tous les jeunes qui sont ici. Le plus important, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire qu'ici, on est venu prendre de la pêche, de la motivation, de l'énergie, mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait dans nos lycées, dans nos quartiers, dans nos villes, sur nos lieux de travail, à aller convaincre un par un, à inviter les jeunes à des réunions pour débattre de la loi, pour l'enrichir, et c'est ça qui créera un grand rapport de force irrésistible. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on est bien parti, en tout cas, pour avoir une bonne dose d'énergie pour y parvenir, quoi. Message motivant pour les jeunes de Montpellier, pour la campagne du Front de gauche. Bien sûr. Petit con, votez. Allez voter. Allez vite. Boost. Allez. Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat.
Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.